Le 26 septembre, les citoyens des 9 communes du Grand Fribourg diront si ils entendent poursuivre ou non le processus de fusion. Est-ce que Fribourg doit être une ville bilingue? Est-ce qu'elle le sera? Question au préfet de la Sarine, qui est aussi le président de l'Assemblée constitutive du Grand Fribourg, Karl-Alex Ridoré. Alors, la fusion du Grand Fribourg, le projet de fusion tablait sur le bilinguisme en 2018. Aujourd'hui, on est revenu à un bilinguisme pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que cette volonté, effectivement, d'aller vers ce bilinguisme officiel est bloquée par une question constitutionnelle. Il y a un débat sur la question de savoir est-ce que ce serait conforme à la Constitution de faire cette fusion parfaitement bilingue au niveau officiel. Au vu des retours qu'on a eus, on a renoncé effectivement, on a dû renoncer à cet élément-là, mais aller quand même dans la direction en maintenant en fait le bilinguisme pragmatique qu'on connaît dans la ville de Fribourg, mais cette fois en l'étendant à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune fusionnée. La constitution fribourgeoise dit que dans les communes où il y a une minorité linguistique importante, on peut déclarer la commune bilingue. Pourquoi pas l'avoir fait d'emblée pour ce Grand Fribourg? Alors, ma conviction personnelle, mais aussi celle du comité de pilotage et de l'Assemblée constitutive, c'est que très probablement les critères pour, dans le cas du Grand Fribourg, déclarer la commune officiellement bilingue sont remplis. Le problème, c'est qu'effectivement, comme cette loi n'existe pas encore et donc les critères ne sont pas définis, personne n'arrive à nous confirmer officiellement que ce serait conforme à la Constitution. Et c'est pour ne pas freiner le processus de fusion et ne pas freiner non plus l'objectif que nous avons pris cette voie du bilinguisme pragmatique. L'objectif, c'est quoi? C'est donner concrètement à tous les habitants du Grand Fribourg, qu'ils soient germanophones ou francophones, la possibilité de s'adresser à leurs autorités dans leur langue. Est-ce que le fait de retirer ce point qui était potentiellement litigieux, est-ce que c'est pour donner plus de chance à la fusion? Est-ce que c'est un déminage, dans le fond, du projet? Je vois ça vraiment plutôt comme l'aboutissement de la volonté. La volonté depuis le départ, c'était d'aller le plus loin possible dans le cadre légal et constitutionnel qui nous est permis pour offrir à toutes les minorités dans le cadre du Grand Fribourg une véritable reconnaissance. Quand je dis toutes les minorités, ça concerne les aspects politiques, donc on a regardé pour la représentativité des anciens cercles, ça veut dire aussi différents autres de prise en compte et la prise en compte également du coup des minorités linguistiques. C'est un fait que depuis le début de la constitution de la ville de Fribourg, les deux communautés sont là. L'allemand a une importance. La constitution dit d'ailleurs que la ville s'appelle Fribourg en français et Freiburg en allemand. Pour nous, c'est suffisamment de signes pour dire que nous devons aller le plus loin possible par rapport à ce que le cadre légal nous permet actuellement. Est-ce que le fait de dire que les futurs citoyens du Grand Fribourg pourront s'adresser aux autorités en allemand et pourront exiger une réponse en allemand, est-ce que ce n'est pas déjà entré dans un bilinguisme de fait? Alors, un bilinguisme de fait, oui, c'est ce que nous cherchons à obtenir. Je l'ai dit, 8000 personnes environ dans le Grand Fribourg sont actuellement germanophones. Ça correspond à peu près à la population de la commune de Marly. Est-ce qu'on aurait l'idée de dire on va faire la fusion du Grand Fribourg, mais sans reconnaître l'importance, par exemple, d'un cercle électoral au Conseil général pour la commune de Marly? Évidemment que ce qu'on fait pour la population de Marly, pour vous dire vous devez être d'une manière ou d'une autre représenté, on doit tenir compte de votre poids, eh bien la même chose sera fait pour les germanophones. Fribourg, si le Grand Fribourg, s'il était bilingue, deviendrait la plus grande commune bilingue de Suisse, devant Bienne, avec 75 000 habitants. Est-ce que là, on n'a pas une occasion manquée face à l'histoire? L'histoire jugera. J'ai tendance surtout à voir l'occasion réalisée d'offrir la possibilité aux germanophones qui actuellement sont en dehors de la ville de Fribourg et qui n'ont pas pour l'instant cette possibilité. Si vous êtes germanophone et que vous êtes à Marly, si vous êtes à Belfaux ou à Corminboeuf, vous n'avez pas le droit actuellement d'obtenir une réponse ou de vous adresser à vos autorités dans votre langue. Là, c'est un pas en avant que le projet permet pour ces gens-là, sans compter aussi tout l'aspect des écoles où au niveau
de l'école, il y a des possibilités supplémentaires qui seront offertes. Donc c'est un pas en avant et un pas dans la bonne direction. À titre personnel, et c'est l'avis majoritaire ou quasi unanime de l'Assemblée constitutive, c'est un pas qui ne va pas aussi loin que ce que nous aurions espéré, mais c'est un pas dans la bonne direction. Merci. Bonsoir. Les citoyens du Grand Fribourg voteront le 26 septembre pour savoir si ils entendent poursuivre le processus de fusion. Le futur Grand Fribourg, la future grande commune, sera-t-elle bilingue ou pas? Est-ce que ce projet peut faire progresser l'allemand ou au contraire, est-ce qu'elle viole la territorialité des langues? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ruth Lüthi, ancienne conseillère d'État à la tête de la direction de la santé et de l'action sociale jusqu'en 2006 et membre du comité de Fusion 21 depuis 2016. Et Antoine Génaud, ancien constituant, jeune retraité qui a vécu à Fribourg et à Belfaux l'essentiel de sa vie, Charmaison depuis un mois, président de la communauté romande du pays de Fribourg. Première question, on a l'occasion unique, historique, de faire la plus grande ville bilingue de Suisse avec 70 000 habitants, loin devant Bienne. Est-ce qu'il ne faut pas la saisir aujourd'hui, Ruth Lüthi? Ça serait une magnifique chose si on pouvait le réaliser. Moi, je suis assez pragmatique dans ce sens-là. Nous avons maintenant un projet qui est déjà très ambitieux. Ça veut dire de réaliser une fusion de 9 communes. À côté, il y a cette question de la reconnaissance officielle d'une deuxième langue pour cette nouvelle commune. Alors, ça sont deux objets très différents, mais très complexes et très sensibles. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop charger le bateau. Je crois que c'était maintenant assez raisonnable, cette proposition de l'Assemblée constitutive de dire nous essayons de maintenir quand même un bilinguisme pragmatique comme il existe aujourd'hui en ville de Fribourg. On peut l'élargir sur tout le nouveau périmètre de la nouvelle commune. Et puis, alors, la question d'une reconnaissance officielle d'une deuxième langue, ça, on attend qu'il y ait aussi le cadre légal qui soit défini par une loi sur les langues. Madame Lüthi dit raisonnable. Ce n'est pas votre avis, Antoine Génaud? Ce n'est pas totalement notre avis, en effet, dans le sens où nous saluons effectivement le fait que l'Assemblée constitutive ait renoncé à déclarer l'allemand langue officielle, car c'était une proposition qui, à notre avis, était dangereuse pour l'équilibre entre les communautés linguistiques, non seulement dans la région du Grand Fribourg, mais dans l'ensemble du district de la Sarine et par conséquent dans l'ensemble du canton. Donc il y a une certaine sagesse qui a prévalu pour revenir en arrière sur ce point, mais ce que nous constatons, c'est que... Et ça ne vous suffit pas hein, Non, sans doute pas, car ce que nous constatons, c'est que l'ensemble du programme linguistique, je dirais, du projet de convention de fusion, il est resté pratiquement intégralement par rapport à la proposition initiale. Donc c'est-à-dire c'est un peu comme si on avait produit une bouteille de pinot noir et que, à la suite de quelques critiques, on change l'étiquette pour mettre du chasselas, mais à l'intérieur de la bouteille, il reste du vin rouge. Donc, comme disait l'autre, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Mais ce que nous disons, nous, c'est que si on renonce à ce que la ville soit officiellement bilingue ou la future capitale soit officiellement bilingue, il ne faut pas prévoir toutes les dispositions qui en feraient une ville officiellement bilingue. Par exemple, l'accès des citoyens dans les deux langues à tous les services de l'administration et aussi le fait qu'on écrive noir sur blanc que les membres des organes de la commune s'expriment en français ou en allemand. Mais c'est déjà le cas dans la ville-centre de Fribourg. C'est partiellement le cas, mais ce n'est pas tout à fait le cas non plus. Justement, c'est ce que nous voulons souligner aussi, c'est que le projet actuel de l'Assemblée constitutive va plus loin que la pratique actuelle de la ville de Fribourg. Actuellement, vous ne pouvez pas, comme citoyen, vous attendre ou exiger que les bureaux de l'administration communale vous répondent en allemand. Ça se fait à bien plaire d'une manière plus ou moins informelle. Madame Lüthi,
c'est vrai qu'on a une pratique qui est en ville de Fribourg, qu'on va étendre aux communes. Est-ce qu'il n'y a pas là une façon de faire avancer, de changer, de modifier la territorialité des langues, ou en tout cas la carte actuelle? Alors, je dois vous dire, je suis très étonnée maintenant que même ce modeste pas de dire ce bilinguisme pragmatique qu'on vit en ville de Fribourg, on élargit pour toutes les alémaniques du périmètre, que ça va encore trop loin. Il faut quand même voir que la ville de Fribourg, mais aussi toutes les communes qui sont concernées, ils sont depuis des décennies, des siècles, déjà bilingue. Il y a toujours eu une population autochtone dans toutes les communes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, on a vu, même si, par exemple, la ville de Fribourg pratique ce bilinguisme pragmatique, il y a une forte diminution des alémaniques en ville de Fribourg et dans toutes les communes du périmètre qui sont concernées. Donc, pourquoi on a peur de donner, quand même de respecter des alémaniques qui vivaient toujours dans cette région? C'est vraiment une région qui était peuplée par deux groupes linguistiques. Il y avait des siècles où les alémaniques étaient un peu plus forts et il y avait des siècles où c'était clairement les francophones plus forts. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les alémaniques pour tout le canton Saint-Thiers, peut-être pour cette région, cette nouvelle commune, c'est 10%, mais ça fait quand même 8000 personnes qui seront concernées. Et je trouve qu'il y a aussi là une question historique et vraiment une tradition pour respecter leur langue. Et avec ces modestes prestations qu'on a aujourd'hui, mais qu'on apprécie et qui apportent quelque chose, je crois, aussi aux francophones, parce qu'on a l'occasion aussi de se voir entre deux groupes linguistiques en ville de Fribourg, et ça serait le cas aussi après pour toute cette nouvelle commune. Donc, je ne vois pas où sont vos craintes, Monsieur Génaud. Monsieur Génaud, c'est vrai que la communauté romande du pays de Fribourg parle de péril. Est-ce qu'il y a une peur de l'allemand? Alors, ce n'est pas une peur de l'allemand, en fait. Ce qui nous importe, nous, c'est la stabilité et la paix des langues. Et qui dit stabilité dit maintien des équilibres existants. Et maintenant, où nous ne sommes peut-être pas tellement d'accord, c'est sur l'interprétation du terme bilingue. À partir de quand une collectivité est-elle bilingue? Alors évidemment, il y a des aspects historiques, mais il y a aussi l'aspect numérique, c'est-à-dire la proportion de la minorité, en l'occurrence la minorité alémanique ou germanophone. En ville de Fribourg, actuellement, elle est de 14% et quelques, et dans l'ensemble du périmètre de fusion, elle est de 11%. Nous considérons que ce n'est pas une minorité autochtone importante au sens où la Constitution l'entend, mais il est clair que cette notion de minorité importante n'a pas été définie d'une manière juridique. Chacun peut y aller de son seuil, disons. Nous considérons que 11%, ce n'est pas suffisant. Et il faudrait combien? Alors, il y a plusieurs chiffres qui ont été articulés au cours des ans par les experts. À l'époque, je veux dire, il y a une vingtaine d'années, on parlait de 30% comme seuil. Moi, je pense que c'est discutable. On peut aller un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Mais en dessous de 20%, à mon sens, on ne peut pas parler d'une minorité importante quantitativement. Vous estimez que 11%, ce n'est pas si important, Madame Letier? Alors, c'est clair, Monsieur Génaud, vous avez suivi les débats qu'il y avait quand on a fait la nouvelle constitution cantonale. Et le débat sur les langues, c'était très lourd. Et on a vraiment bien cherché une solution et je crois l'article 6 de la nouvelle constitution, c'est bien. Mais c'est vrai, on n'a jamais fixé les critères. Qu'est-ce que ça veut dire une minorité importante, autochtone? Quel est ce pourcentage? Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faudrait pas fixer aussi des experts qui disent ça, un pourcentage. Ce qui est aussi important, c'est justement les traditions, ça veut dire c'est l'histoire. Autochtone veut aussi dire ce ne sont pas des gens qui sont immigrés ces dernières années, mais depuis toujours, ils ont
fait partie de notre région, de cette zone. Donc, c'est clair, si je comprends que l'Assemblée constitutive va maintenant renoncer à cette reconnaissance officielle, c'est justement parce qu'on n'a pas encore défini les critères denses. Donc il manque une loi, clairement. Une loi sur les langues, oui. Par contre, on peut pratiquer ce bilinguisme pratique. Il a fonctionné. Et justement, je comprends les francophones ils sont quand même une minorité au niveau suisse, donc ils veulent défendre leur territoire. Ça, je comprends très bien. Mais c'est pour ça que je reviens sur ces chiffres aussi en ville de Fribourg. Une telle diminution, je me souviens où il y avait encore 35% d'alémanique en ville de Fribourg. Hein, et ça veut dire au XXe siècle, et pas il y a 200 ans. Et puis aujourd'hui, vous parlez de 14. Donc on voit, malgré tout ce qu'on fait aussi pour les alémaniques, on n'a pas risqué une germanisation de la ville de Fribourg. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur, il faut profiter de maintenir cette tradition d'une ville et d'une zone bilingue, qui est quand même un atout pour Fribourg. Et j'aimerais encore ajouter une autre chose, parce que vous avez parlé de la paix des langues. Je crois que c'est extrêmement important. Ça fait partie aussi de la qualité de vie de nous toutes et tous, parce que la paix des langues, ça veut aussi dire vivre ensemble et profiter mutuellement d'un groupe de l'autre. Et pour moi, l'objectif qu'il faut atteindre, c'est vraiment un bilinguisme individuel. Non seulement le canton ou cette ville est bilingue, mais les personnes ont une chance d'apprendre aussi la deuxième langue de ce canton. Et je crois, si on peut aussi offrir, par exemple, dans cette nouvelle commune, des classes bilingues, ça serait aussi une chance pour les francophones. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt des alémaniques. J'allais y venir justement. Voilà, effectivement, oui. On a 2 classes qui vont ouvrir cet automne à l'école de la Vignetta, oui. bilingue. Est-ce qu'on a envie de dire enfin? Est-ce que ce n'est pas un petit peu tard? Est-ce que ce n'est pas un peu timide comme promotion du bilinguisme à l'école? Écoutez, c'est une bonne chance parce que vous savez, il y avait une loi scolaire pour l'immersion dans l'enseignement, ça a été refusé. Donc ça aurait aussi été une chance pour promouvoir la deuxième langue pour les 2 groupes linguistiques. Maintenant, on fait d'autres projets. Je trouve ça, c'est un peu typique fribourgeois. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait une loi, mais on essaye une fois dans la pratique. Et après, si ça donne satisfaction, s'il y a une demande, si les parents souhaitent placer leurs enfants, les francophones comme les alémaniques, dans une classe bilingue, donc ça serait vraiment pour l'avenir un magnifique projet qu'on peut élargir si la demande est là. Mais pas à pas. Hein. Et alors, justement, le Grand Conseil a modifié l'automne dernier sa loi sur la scolarité obligatoire pour favoriser l'apprentissage d'une langue partenaire par immersion, presque à l'unanimité. Hein. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe que les choses sont en train de changer? Alors c'est un signe que les choses ne s'inscrivent pas de manière éternelle dans le marbre, en effet. Mais cette votation dont Mme Luthi vient de parler sur l'immersion linguistique à l'école, elle date de 21 ans. Donc pour les gens qui sont jeunes, ça paraît très vieux. Mais pour les gens de notre génération, c'est tout récent. Et ce qu'on a constaté, c'est que les autorités cantonales, la direction de l'instruction publique en particulier, dans les années qui ont suivi, a tenté de contourner en partie ce résultat d'une votation populaire. Et c'est ce qui s'est fait justement avec cette modification de la loi. Donc évidemment, c'est tout à fait légal, mais c'est politiquement discutable. Et les classes bilingues, je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup, à condition que les élèves en question aient déjà un environnement bilingue au niveau familial et que, bien sûr, leur inscription dans ces classes se fasse de manière volontaire de la part des parents et qu'on n'oblige jamais les élèves fribourgeois d'une langue ou de l'autre à aller dans des classes d'une autre langue, en quelque sorte. Mais ce que j'aurais aimé dire encore sur la structure de la région, du périmètre du Grand Fribourg, c'est que, pour répondre à Mme Luthi, c'est qu'il y a quand même une différence à mes yeux entre la ville de Fribourg et les 8 autres communes.
je pense qu'on ne peut pas le nier. C'est vrai qu'il y a une tradition historique de présence germanophone en ville de Fribourg qui était assez forte et qui, comme vous l'avez dit, est en perte de vitesse, ce qui justement affaiblit les élans de bilinguisation, à mon sens. Mais dans les 8 autres communes, il n'y a pas cette tradition. Il y en a certaines, comme Grange-Paco, qui ont connu une période où la minorité alémanique était même, sauf erreur, majoritaire, mais c'est de plus en plus ancien. Il y a d'autres communes où il n'y a jamais eu de minorité vraiment substantielle et où il n'y a surtout jamais eu, encore aujourd'hui, de pratique de bilinguisme pragmatique ou de facilité qu'on accorde aux germanophones. Parce que simplement, ils étaient en très petit nombre et ils n'avaient eux-mêmes aucune revendication par rapport à l'administration communale. Madame Luthi, vous qui êtes germanophone et qui avez fait l'essentiel de votre carrière politique en français, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu frustrée par le côté timoré de ce bilinguisme du Grand Fribourg? Vous savez, en politique, on apprend aussi ça veut dire de prendre le temps. Il faut pour beaucoup de choses, il faut la patience. Et je savais toujours aussi longtemps qu'on peut faire des pas en avant dans la bonne direction, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une réussite. Et dans ce sens-là, je suis content. Si on peut réaliser la fusion du Grand Fribourg, et si on peut, comme avantage, avoir quand même des prestations pour les alémaniques aussi dans les autres communes de ce périmètre, on a fait un pas en avant. Et après, j'espère bien qu'on arrive dans ces nouvelles communes vraiment à vivre le bilinguisme et le vivre aussi ensemble pour profiter ensemble. C'est ça que j'admire à Fribourg, c'est qu'on peut vivre avec 2 groupes linguistiques et surtout 2 groupes culturels, parce que c'est ça, et chacun peut profiter de l'autre. Et je trouve que c'est un bon pas, c'est pour ça que je suis content, même si on ne peut pas aller aussi loin qu'une reconnaissance officielle. Je rejoins entièrement Madame Luthi sur cette cohabitation et coexistence harmonieuse des 2 communautés linguistiques, mais je la placerai au niveau cantonal, du canton de Fribourg. Parce qu'au niveau de la ville de Fribourg, c'est un peu différent, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et au niveau du périmètre de fusion, c'est encore plus différent. Et ce que j'aimerais surtout rappeler, c'est qu'on est quand même régi, comme tout le monde, par une constitution cantonale et une constitution fédérale qui, toutes les deux, ont ancré le principe de territorialité des langues. Et c'est l'État, au niveau cantonal, c'est l'État et les communes qui doivent veiller à la répartition territoriale traditionnelle des langues. Donc on ne peut pas modifier artificiellement le statut linguistique des communes. On peut certes admettre qu'il y a des évolutions qui tiennent aussi à la composition de la population, qui tiennent à l'histoire, etc. Mais il faudra avoir des critères qui définissent à quelles conditions on peut avoir une commune bilingue. Une question que je ne vous ai pas posée, et je vous la pose maintenant pour terminer. Vous êtes attentif à la question des langues, on l'a compris. Est-ce que s'il n'y avait pas cette question des langues, est-ce que vous seriez quand même en faveur du Grand Fribourg? Alors, la communauté romande du pays de Fribourg est entrée dans le débat sur cette fusion uniquement en raison des dispositions, enfin du volet linguistique de ce projet de fusion. C'est son rôle. Oui, mais à titre personnel. Mais alors, à titre personnel, je suis opposé à ce projet de fusion pour d'autres raisons, notamment aussi d'équilibre entre le Grand Fribourg et le reste du district de la Sarine et du canton de Fribourg. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec les langues. Les initiateurs de cette fusion parlent beaucoup du centre cantonal fort. Je vois bien leur philosophie, mais je pense que ce centre cantonal, si on fusionne ici, va devenir effectivement fort, mais surtout par rapport au reste du canton, beaucoup plus que par rapport aux villes, aux métropoles du reste de la Suisse. Ce qui nous amène à d'autres considérations. En tout cas, merci tous deux d'avoir accepté de débattre sur cette question des langues dans le Grand Fribourg. Merci à vous.